La lumière jaune du plafonnier oscille au-dessus de ma tête, créant une ombre qui danse sur les étagères métalliques. Je suis debout dans le sous-sol de la maison familiale, celui où j'ai grandi, où ma mère conservait ses conserves de cornichons faits maison et où mon père avait autrefois son établi. Maintenant, c'est un espace de stockage médical. Ou du moins, c'est ce qu'on me dit. Les bocaux de cornichons sont toujours là, poussiéreux, alignés comme des sentinelles silencieuses. À côté, le congélateur cassé que personne n'a jamais enlevé. Et puis, sur l'étagère du milieu, il y a la boîte en plastique blanc avec l'étiquette « Fourniture médicale, Marek ». Mon père. Marek Dubois. Je respire lentement par le nez. L'air sent le moisi, le béton froid, et quelque chose d'autre que je ne peux pas identifier. C'est un parfum de mensonge, probablement. C'est ce que sentent les mensonges, j'imagine. J'ai dit à Danica et à Trèves que j'apportais des courses. Ils ont à peine levé les yeux de leur téléphone quand je suis arrivé, les bras chargés de sacs. Danica était en train de se peindre les ongles, du vernis rose pâle, le genre qui coûte 15 € la bouteille, et Trèves était déjà sorti. Une réunion d'infirmiers, avait-il dit. Bien sûr qu'il y avait une réunion. J'ai descendu l'escalier aussi naturellement que possible, comme si je venais juste chercher quelque chose d'anodin. Peut-être une boîte de conserve pour maman. Peut-être une vieille lampe. Rien de suspect. Rien qui aurait dû déclencher des alarmes. Mes gants en nitrile sont restés dans ma poche de blouse de labo. Je les sors maintenant, les enfile avec un bruit sec, familier. Je fais ça tous les jours au travail. Analyser, examiner, témoigner. C'est mon domaine. Le domaine où je sais exactement ce que je fais. J'ouvre la boîte. Il y a 2 bouteilles à l'intérieur. La première est une bouteille de pharmacie légitime, avec une étiquette imprimée professionnellement. Je reconnais le nom du médicament, la gabapentine. C'est pour la neuropathie diabétique de mon père. 90 comprimés par mois. L'étiquette indique que c'est une prescription de Trèves, qui est infirmier. Ou qui prétend l'être. Je ne suis pas sûr de ce que Trèves est réellement, à ce stade. La deuxième bouteille n'a pas d'étiquette. Elle est grande, opaque, remplie de petits comprimés blancs. Aucune indication de ce qu'elle contient. Aucun nom de patient. Aucune date. C'est le genre de bouteille que tu trouves dans un magasin de vrac ou que tu remplis toi-même après avoir acheté quelque chose à bas prix. Mon cœur ne s'accélère pas. C'est étrange. Je pensais que mon cœur s'accélérerait. Mais il n'y a rien. Juste une froideur qui s'installe, comme un brouillard qui descend lentement sur une route de campagne. La froideur du laboratoire. La froideur de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va trouver. Je prends un comprimé de chaque bouteille. Ma main gantée est stable. Je place le premier, le comprimé blanc sans étiquette, dans une petite enveloppe d'analyse que j'ai apportée. J'ai 3 de ces enveloppes dans ma poche. Je pensais que je pourrais en avoir besoin. Je ne savais pas pourquoi, à ce moment-là. Maintenant, je sais. Le comprimé de gabapentine va dans la deuxième enveloppe. Je suis en train de sceller la deuxième enveloppe quand j'entends un bruit à l'étage. Des pas d'Annika qui crient quelque chose à propos de quelqu'un qui arrive. Mon corps ne réagit pas. Je continue simplement à faire ce que je fais. Envelope for me. Étiquette notée avec un stylo à billes noires. Heure, 14h32. Date, aujourd'hui. Témoin, moi-même. Je remets les bouteilles dans la boîte. Je remets la boîte sur l'étagère. Je retire mes gants et les fourre dans ma poche. L'ampoule jaune continue de clignoter. Elle clignotera probablement pendant des années encore, j'imagine. Personne ne la change jamais. Personne ne change jamais rien, dans cette maison. Mais moi, je vais changer quelque chose. Et ce changement commence avec ce comprimé blanc, cette enveloppe fermée, et cette certitude absolue que j'ai finalement trouvé la preuve de ce que je soupçonnais depuis des mois. Je monte l'escalier, les enveloppes cachées dans ma poche, aussi légères qu'une plume et aussi lourdes qu'une pierre tombale. Le bourdonnement du système de ventilation est la seule chose que j'entends maintenant. C'est un son que je connais par cœur, après 7 ans à travailler dans ce laboratoire. C'est un son qui, bizarrement, me calme. Pendant que le monde dehors est chaotique, imprévisible, rempli de mensonges et de calculs, ici, dans ce laboratoire du comté médico-légal, tout obéit à des lois immuables. La chimie ne ment pas. Les molécules ne conspirent pas. Elles ne portent pas de vernis à ongles rose pâle, ni ne prétendent être des infirmiers agréés. Je suis seul. C'est 23h47, et personne d'autre n'a besoin d'être ici à cette heure. Je suis venu sous prétexte d'un étalonnage d'équipement, ce qui n'est pas entièrement un mensonge. J'ai besoin d'étalonner quelque chose ce soir, c'est certain. Mais pas les instruments. Moi. Je dois m'étalonner moi-même sur la réalité. Les enveloppes sont sur le plan de travail devant moi,
à côté du chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse. Le GCMS. C'est ma machine, vraiment. Je l'utilise pour identifier les substances inconnues, pour décomposer les molécules complexes en leurs éléments constitutifs. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a toujours fait. Et ce soir, elle va me dire la vérité sur ce qui se passe dans la maison où j'ai grandi. Ma main tremblait un peu quand j'ai préparé les échantillons. Juste un peu. Assez pour que je le remarque, assez pour que cela m'étonne. Je suis quelqu'un qui ne tremble pas. Je suis quelqu'un qui regarde les morts tous les jours, les victimes de surdose, les accidents de voiture, les suicides, et je reste calme. Je regarde la mort et je la documente. Je suis une machine, moi aussi. Une machine qui enregistre. Mais ce soir, mes mains tremblaient. J'ai prélevé un comprimé de chaque enveloppe. Le comprimé blanc sans étiquette d'abord. Je l'ai écrasé légèrement, juste assez pour le préparer à la chromatographie. Puis le comprimé de gabapentine. Et puis, j'ai utilisé un coton-tige pour prélever une résidus du pilulier de mon père. Celui qui est sur la table de nuit de sa chambre, celui où Danica remplit ses médicaments chaque dimanche. J'ai dit que je vérifiais comment il prenait ses médicaments. Personne ne m'a posé de questions. Personne ne pose jamais de questions quand on parle de santé. Les échantillons sont maintenant dans la machine. Je regarde l'écran. Les aiguilles du chromatographe commencent à se déplacer, traçant les lignes caractéristiques de chaque substance. C'est comme un dessin, en réalité. Chaque molécule a sa propre signature, son propre motif. Et ces motifs ne mentent jamais. J'attends. Le bourdonnement continue. Mon cœur est aussi régulier qu'une horloge. C'est ce qui m'effraie le plus, en réalité. Pas ce que je vais découvrir. C'est le fait que je suis tellement calme. C'est le fait que cette partie de moi, la partie qui devrait être en colère, qui devrait être horrifiée, est complètement absente. À la place, il y a juste du vide. Du vide et de la clarté. 30 minutes plus tard, l'imprimante crépite. La première analyse est terminée. Je retire le papier avec les résultats. Mes yeux parcourent les données. La molécule identifiée est la gabapentine. C'est correct. C'est ce que j'attendais. Le comprimé de la bouteille officielle est exactement ce qu'il devrait être. Je mets le papier de côté et j'attends le suivant. L'imprimante crépite à nouveau. Cette fois, le résultat est différent. Le comprimé blanc sans étiquette. Les pics du chromatographe sont simples, basiques. Ce n'est pas la gabapentine. Ce n'est pas quelque chose de complexe. C'est du naproxène. Du naproxène ordinaire, bon marché. L'anti-inflammatoire que tu achètes au supermarché pour 3 € la boîte. Je relis les données. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est du naproxène. Certainement. Incontestablement. Et puis, le dernier résultat. Le résidu du pilulier de mon père. Celui où Danica met ses médicaments chaque semaine. Le résidu que j'ai prélevé avec un coton-tige. C'est du naproxène. C'est aussi du naproxène. Je m'assieds. Le bourdonnement de la ventilation continue. Les 3 papiers d'imprimante sont étalés devant moi comme des cartes d'un jeu auquel je ne voulais pas jouer. Mais maintenant, je sais comment les cartes sont distribuées. Mon père prend du naproxène. Pas de la gabapentine. Pas le médicament pour lequel Danica me demande 5 000 € chaque mois. Pas le médicament qui coûte 160 € pour une boîte de 90 comprimés. Il prend du naproxène. Et il y a une bouteille entière de gabapentine qui reste sur l'étagère du sous-sol, presque pleine, tandis que je mets mon argent dans la poche de ma sœur. Je regarde l'heure sur mon téléphone. 00:34. Minuit passé. Je suis techniquement du lundi maintenant. Un nouveau jour. Un jour où je sais enfin la vérité chimiquement prouvée. Je rassemble les 3 papiers d'imprimante. Je les glisse dans une chemise en plastique transparent. Je range la chemise dans mon sac. Et je reste assise dans le laboratoire vide, en écoutant le bourdonnement, en attendant de me sentir quelque chose. N'importe quoi. Mais il n'y a que le vide. Et la certitude absolue que tout ce que j'ai sacrifié, chaque repas bon marché, chaque week-end travaillé, chaque rêve remis à plus tard a été volé. Ce n'était pas pour soigner mon père. C'était pour acheter des vernis à ongles rose pâle et des vacances avec un homme qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Je m'apprête à partir. Et c'est là que mon téléphone vibre. Un message de Danica. Papa a eu une mauvaise nuit. Trève dit que ses médicaments ne fonctionnent pas bien. On va peut-être augmenter la dose. Ça va coûter plus cher. Mes mains se ferment en poing. Je relis le message une deuxième fois. Et c'est là que je comprends vraiment. Ce n'est pas seulement du vol. C'est quelque chose de bien pire. Je rentre chez moi à 2 h du matin en voiture,
les mains encore tremblantes sur le volant. Ma Peugeot 206 de 2008 sent le café renversé et l'humidité. Les vitres sont embuées. Je baisse le chauffage et je laisse l'air froid me fouetter le visage. Il faut que je sois lucide. Il faut que je réfléchisse. L'appartement est exactement comme je l'ai laissé ce matin avant mon quart de nuit. Un studio de 35 mètres carrés dans le 4e arrondissement de Lyon, loyer 1 200 € par mois. Les murs sont blancs, nus. Il n'y a rien ici qui ressemble à une vie. Juste un lit, un bureau, une chaise et une petite cuisine où je prépare mes repas bon marché. C'est un endroit où je dors. C'est un endroit où j'attends que ma vie commence. Sauf que ma vie a commencé, et elle ressemble à ça. À cette cuisine vide. À ce bureau où je m'assieds maintenant, mon ordinateur portable ouvert, l'écran bleu me baignant dans une lumière glacée. Je sors mon téléphone et je me connecte au portail de la pharmacie. Danica m'a donné accès il y a 2 ans, au cas où j'aurais besoin de vérifier les renouvellements de la gabapentine de papa. Au cas où. Comme si j'étais une simple gestionnaire, une simple aide. Pas sa fille. Pas quelqu'un qui saignait son compte bancaire pour que mon père soit soigné. Je tape mon identifiant. Le mot de passe. Les doigts sur les touches sont froids. Tout en moi est froid maintenant. Le portail s'ouvre. Je vois l'historique des ordonnances. Gabapentine. 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 Chaque mois. Renouvellement automatique. 160 € par boîte. 3 boîtes par mois. 420 euros. Chaque mois. Je me connecte à mon application bancaire. Mon compte courant. Je fais défiler les transactions en arrière. 3 jours plus tôt, le 5 décembre. Virement, 5 000 € à Danica Almeida. Motif, frais de soins papa. C'est ce que j'écris chaque fois. C'est ce que je dis à mon banquier si on me pose des questions, ce qui ne se produit jamais parce que personne ne pose jamais de questions sur l'argent qu'on donne à sa famille. 5 000 €. C'est mon salaire entier. Tout ce que je gagne à la morgue du comté en tant que technicienne médico-légale. Après impôts, après cotisation, après la vie. C'est tout ce que j'ai. Et je l'ai donné à Danica. Je reviens au portail de la pharmacie. Je zoome sur les dates de renouvellement. Hier, le 7 décembre. Un renouvellement a été autorisé. La gabapentine. 90 comprimés. 160 euros. Prêt à être récupéré. Hier. 3 jours après que j'ai envoyé l'argent. Mais cette bouteille dans le sous-sol. Cette bouteille que j'ai vue ce matin, sur l'étagère en acier inoxydable, à côté des pots de cornichons et du congélateur cassé. Cette bouteille était presque pleine. Les comprimés blancs pressés les uns contre les autres, intouchés. Comme si personne ne les avait jamais pris. Comme si mon père ne les avait jamais pris. Je prépare un bol de riz. C'est tout ce que j'ai dans le frigo. Du riz blanc de la veille, dur, froid. Je le mets dans un bol et je le pose à côté de mon ordinateur. Je ne le mangerai pas. Je sais déjà que je ne le mangerai pas. C'est juste un geste, une habitude. Quelque chose pour occuper mes mains pendant que mon esprit s'effondre. Je crée une feuille de calcul. Titre, chronologie. Je commence à entrer les données. Les dates des virements. Les dates des renouvellements. Les quantités. Les prix. Ligne après ligne. Mois après mois. 2 ans d'argent. 120 000 euros. 120 000 € que j'ai économisés en mangeant du riz, en prenant les transports en commun, en renonçant à tout, parce que ma sœur me disait que papa avait besoin de moi. Que papa avait besoin de ce médicament. Que papa avait besoin de cette gabapentine qui repose sur une étagère du sous-sol, presque pleine, tandis que mon père, dans sa chambre, à 3 km d'ici, prend du naproxène. Du naproxène bon marché. Du naproxène qu'on achète à la pharmacie sans ordonnance. Du naproxène qui coûte 3 €. Je regarde l'heure. 2h43. Le riz est toujours dans le bol. Il est devenu encore plus dur. Je prends une bouchée. C'est sans goût. Tout est sans goût maintenant. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message de Danica. Une photo cette fois. Une photo d'elle et de Trèves dans un restaurant. Ils sourient tous les deux. Il y a du champagne sur la table. Du vrai champagne, pas du vin mousseux bon marché. Je reconnais la bouteille. C'est un Veuve Clicquot. 150 euros minimum. Le message dit « Petite célébration. Trèves a eu une augmentation au travail. On l'a mérité. Clinking glasses. Une augmentation. Un infirmier. Sauf que Trèves n'est pas infirmier. Je le sais maintenant. Je le savais peut-être depuis longtemps. Je me connecte à la base de données du Conseil de l'Ordre des infirmiers. Je tape son nom. Trayvon Mercier.
Rien. Aucun résultat. Je le retape. Rien. Je cherche des variantes. Rien. Il n'existe pas. Pas comme infirmier. Pas officiellement. Pas légalement. Et c'est à ce moment précis, assise dans mon studio vide à 3 heures du matin, avec un bol de riz froid et mon ordinateur portable qui me baigne de lumière bleue, que je comprends vraiment l'ampleur de ce qui se passe. Ce n'est pas seulement du vol. Ce n'est pas seulement de la négligence envers mon père. C'est quelque chose de bien plus grave. C'est un crime. Et il y a une preuve chimique incontestable qui repose dans mon sac, glissée dans une chemise en plastique transparent, attendant d'être utilisée. Je ferme mon ordinateur. Je mets ma tête entre mes mains. Et je reste assise comme ça, dans le silence, en écoutant mon cœur battre, en sachant que tout va changer maintenant. Que tout doit changer. J'appelle Danica le mardi matin, ma voix soigneusement étudiée, dénuée de toute accusation. Je vais passer ce week-end pour un contrôle de routine. Vérifier que tout va bien pour papa. Elle répond à peine, distraite. Je l'entends en arrière-plan qui crie quelque chose à Trèves. Elle dit « oui, bien sûr », comme si c'était une corvée, comme si ma visite était une interruption dans son emploi du temps. Je raccroche avant qu'elle ne change d'avis. Le samedi, je me présente à 10 heures du matin. C'est délibéré. Danica déteste se lever tôt. Trèves sera probablement à la salle de sport ou ailleurs, quelque part où il ne risque pas de croiser des vraies infirmières qui pourraient le reconnaître. La porte de la maison s'ouvre. L'odeur me frappe d'abord. Pas mauvaise, exactement. Juste, fermée. Étouffante. L'air conditionné qui tourne en permanence, les fenêtres jamais ouvertes. Danica est en peignoir, ses ongles fraîchement manucurés, je vois le rose nacré, probablement 30 € chez l'esthéticienne du centre commercial. « Salut », dit-elle en bâillant. Papa est dans le salon. Je dois aller me préparer. Trèves et moi, on a brunch à midi avec des amis. Je ne réponds rien. Je vais directement vers le salon. Mon père est assis dans son fauteuil roulant, face à un écran de télévision éteint. Pas de musique, pas de livre audio, rien. Juste le silence et la lumière grise qui traversent les volets fermés. Il porte un pantalon de survêtement gris qui a connu des jours meilleurs et un pull bleu qui pend sur ses épaules maigres. Ses mains reposent sur ses genoux. Elles tremblent légèrement. Je m'agenouille à côté de lui, et il tourne la tête vers moi. Ses yeux s'éclairent une seconde. Ce réflexe automatique quand il me voit, puis l'éclat s'éteint. Il sait que je suis occupé. Il sait que je ne peux pas rester longtemps. « Bonjour, papa. » Je dis doucement. Il sourit. C'est un sourire vide, l'expression d'un homme qui a appris à ne pas déranger. Je regarde le coussin de son fauteuil. Le tissu est usé jusqu'à la trame, les coutures qui se défont. Je passe ma main dessus. Je sens presque la douleur à travers mes doigts. Combien de temps faut-il pour que le tissu s'use comme ça? Combien de mois? Combien d'années d'assis sans soulagement? Je vais à la cuisine. Je l'ouvre délibérément, sans prétendre chercher quelque chose. Je veux juste voir. Le réfrigérateur est presque vide. 2 boîtes de repas gastronomiques. Ces services d'abonnement ridicules pour 2 personnes, avec des portions minuscules et des noms français prétentieux. Des fruits de mer à la crème. Du homard. Du vrai beurre. Je vois les étiquettes. 30 € par repas. Minimum. À côté, un pot de yaourt nature bon marché, ouvert depuis plusieurs jours. Du pain rassis. Pas grand-chose d'autre. Je reviens au salon. Je regarde le fauteuil roulant de plus près. À côté, sur une petite table, il y a une pile de matériel de physiothérapie. Des bandes élastiques. Un petit haltère. Des fiches d'exercice. Tous recouverts d'une fine couche de poussière. La poussière ne s'accumule pas en une semaine. Elle s'accumule en des mois. Danica réapparaît, maintenant en robe de lin blanc, des sandales dorées aux pieds. Elle se maquille en marchant, son téléphone coincé entre son oreille et son épaule. Oui, on sera là à 12h30. Trèves vient de me dire qu'il y a un nouveau bar à cocktail près du port. Elle parle fort, comme si mon père était sourd. Ou comme si sa présence était un bruit blanc, quelque chose qu'on ignore. Je m'assieds sur le canapé. Je ne fais rien. Je n'aide pas. Je ne change pas de couche, je ne prépare pas de repas, je ne masse pas ses jambes. Je regarde juste. Je prends des notes mentales. Le coussin usé. La poussière sur le matériel de rééducation. Les boîtes de repas de luxe pour 2. Le peignoir de Danica qui coûte plus cher que le budget alimentaire mensuel de mon père. Danica. Je dis. Elle se tourne vers moi, son téléphone toujours à l'oreille. Quoi? Ça coûte combien, ces services de repas? Elle fait la moue. Je ne sais pas.
300 € par mois? Pourquoi? Et la physiothérapie de papa? Zara, sérieusement? Je suis en retard. Je pose juste une question. Elle soupire, dramatiquement. C'est écrasant, ok? Les coûts de ses soins. Les couches, les médicaments, tout. C'est pour ça que tu envoies cet argent. Trèves et moi, on fait de notre mieux, mais c'est vraiment difficile. Je regarde le coussin usé. Je regarde la poussière. Je regarde mon père qui fixe l'écran éteint, attendant que sa fille s'en aille pour pouvoir retourner au silence. Tu as raison. Je dis. C'est difficile. Elle se détend un peu. Merci de comprendre. Mais pas de la façon que tu penses. Elle me regarde, confuse. Ime elvelentement. Je passe ma main sur le coussin du fauteuil roulant. La sensation du tissu usé me reste sur les doigts. C'est une sensation que je ne vais pas oublier. Je dois y aller, dit Danica. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je ne réponds pas. Je reste assise à côté de mon père jusqu'à ce qu'elle parte. Jusqu'à ce que j'entende la porte claquer. Jusqu'à ce que le silence revienne. Et c'est à ce moment-là, en regardant le coussin usé, en voyant la poussière sur les haltères, en pensant aux 120 000 € que j'ai donnés à ma sœur pour que mon père soit soigné, que je sens quelque chose de froid et de précis se cristalliser en moi. Ce n'est pas de la colère. C'est de la certitude. Je me gare à 2 rues de la bibliothèque municipale. C'est délibéré. Je ne veux pas que ma plaque d'immatriculation soit visible sur les caméras de surveillance du parking. Ma Citroën C3 blanche, avec son tableau de bord usé et ses sièges tachés de café, n'est pas difficile à identifier. J'ai vécu trop longtemps en essayant de rester invisible pour faire cette erreur maintenant. La bibliothèque sent les vieux livres et le désinfectant industriel. Cette odeur chimique qui ne masque jamais vraiment l'humidité des pages jaunies. Je connais ce lieu. J'y venais quand j'étais étudiante, quand j'avais encore le temps de lire autre chose que des rapports de laboratoire et des relevés bancaires. Maintenant, je suis ici pour une raison différente. Je me dirige vers les ordinateurs publics au fond de la salle, loin de la banque d'accueil. Il est 19h30, un mercredi soir. La bibliothèque est presque vide. Une femme âgée qui consulte des sites de généalogie, un jeune homme qui télécharge quelque chose, une mère qui aide son enfant sur un clavier. Personne ne regarde les autres. C'est l'avantage des espaces publics. L'anonymat est garanti par l'indifférence mutuelle. Je m'assieds devant le cubicule numéro 7, celui qui est légèrement isolé par une petite cloison. Je place mon téléphone face vers le bas sur la table. Je n'aurai pas besoin de l'utiliser. Je ne veux pas de traces numériques de ma localisation ce soir. L'ordinateur met 30 secondes à démarrer. 30 secondes où j'inspire profondément, où je sens mon cœur battre régulièrement, sans accélération. Ce n'est pas de la nervosité. C'est de la clarté. J'ai disséqué des preuves chimiques pendant 10 ans. J'ai écouté des juges expliquer des verdicts. Je sais ce qui tient devant un tribunal et ce qui s'effondre. Ce que je m'apprête à faire n'est pas illégal. C'est simplement nécessaire. Je crée une adresse e-mail. Pas de nom reconnaissable. Pas d'informations personnelles. Juste une suite de chiffres aléatoires et une extension générique. ProtonMail, qui offre un cryptage de bout en bout. Je le savais avant de venir ici. J'ai fait mes recherches. Pas chez moi. À la bibliothèque universitaire, il y a 3 semaines, sur un ordinateur différent. Encore une fois, les traces fragmentées, impossibles à reconstituer. Je navigue vers le site officiel du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. La page de dépôt de plainte s'ouvre. Elle est simple, clinique. Des champs à remplir. Rien de spectaculaire. Juste la bureaucratie qui attend de faire son travail. Je commence à taper. Astérisque, plainte concernant un professionnel de santé exerçant sans qualification. Asterisk. Je fournis les détails. Le nom complet de Trèves. Son adresse. Les dates approximatives pendant lesquelles il a prétendument administré des soins infirmiers. Je suis vague sur certains points. Je ne peux pas révéler comment je sais ce que je sais sans exposer ma présence dans la maison, mais précis sur les faits essentiels. Je mentionne les médicaments. Astérisque, le sujet en question a accès à des médicaments prescrits à un patient âgé et immobilisé. Il existe des preuves que les médicaments prescrits ne sont pas administrés selon les instructions du médecin. Les médicaments disparaissent du cycle de prescription normale. Il y a suspicion de détournement de médicaments à des fins personnelles ou de revente. Asterisk. Je ne mentionne pas les pilules dans le sous-sol. Je ne mentionne pas les analyses que j'ai effectuées. Je reste vague, suffisamment crédible pour déclencher une enquête, insuffisamment spécifique pour être rétracé jusqu'à moi. Je clique sur Envoyer.
L'écran affiche un message de confirmation. Astérisque, votre plainte a été enregistrée sous le numéro d'affaires 2024, FR 78934. Un enquêteur vous contactera dans un délai de 10 jours ouvrables. Asterisk. Je lis le numéro 2 fois. Je le mémorise. Je ne le note pas. Je ne le photocopie pas. Juste dans ma tête, avec la même précision que j'utilise pour retenir les formules chimiques complexes. Je ferme l'onglet. Je vide l'historique du navigateur. Je vide le cache. Je déconnecte de l'adresse email. Je ferme le navigateur. Je reste assis pendant 30 secondes, les mains posées sur le clavier, en me demandant si quelqu'un a vu quelque chose, si quelqu'un sait. Mais bien sûr que non. Je suis une femme ordinaire dans une bibliothèque ordinaire, utilisant un ordinateur public. Je pourrais être n'importe qui. Je pourrais faire n'importe quoi. Jimeelve. Je marche lentement vers la sortie. Pas de hâte. Pas de nervosité. Juste une femme qui s'en va après avoir consulté quelques livres, après avoir passé une heure tranquille dans un endroit public. En franchissant la porte, je sens l'air frais du soir sur ma peau. Le premier élément de mon piège est maintenant en mouvement. Le Conseil national de l'Ordre des infirmiers va commencer à creuser. Ils vont découvrir que Trèves n'a pas les qualifications qu'il prétend avoir. Ils vont poser des questions. Ils vont examiner les dossiers. Et quand ils le feront, les autres pièces du puzzle vont commencer à s'emboîter. Je marche vers ma voiture. Mes mains sont parfaitement stables. Je mets le contact. J'allume les phares. Je me demande combien de temps il faudra avant que Danica reçoive un appel. Combien de temps avant que Trèves comprenne que quelque chose s'écroule? Combien de temps avant que toute cette architecture fragile qu'ils ont construite, cette vie de brunch et de manucure, financée par mon argent et l'abandon de mon père, ne commence à se fissurer? Et je sais, avec une certitude aussi froide et inébranlable que le cristal, que c'est moi qui ai enfoncé le premier clou. Le cabinet juridique de Maître Vance se trouve dans le 4e arrondissement, dans un immeuble gris qui date probablement des années 70. J'y suis venu une seule fois avant, le jour où le testament de mon père a été lu. C'était il y a 4 mois. Ce jour-là, j'étais encore une supplicante, assise sur une chaise inconfortable, écoutant Danica et Trèves négocier les termes de ma dépendance financière comme s'ils discutaient du prix du pain. Aujourd'hui, je monte l'escalier avec une mallette que j'ai achetée chez Decathlon pour 39 €. Elle n'est pas élégante. Elle n'est pas censée l'être. Elle est fonctionnelle, comme moi. La réceptionniste me reconnaît à peine. Je ne suis pas venu seul cette fois-ci. Je suis venu avec un but. Maître Vance vous attend, Madame Almeida, dit-elle, en me faisant signe de passer. Le couloir sent le café froid et le papier. Les murs sont couverts de diplômes encadrés, de certificats d'expertise, de preuves silencieuses de légitimité. Maître Vance a 63 ans. Il a des cheveux gris, des lunettes de lecture qui pendent à une chaîne dorée, et l'air fatigué de quelqu'un qui a passé 40 ans à écouter les gens mentir sur leur argent. Quand j'entre dans son bureau, il se lève. C'est une politesse automatique, un réflexe professionnel. Je lui serre la main. Sa paume est sèche, légèrement moite. Il est nerveux. Il ne sait pas pourquoi je suis venu. Mademoiselle Almeida. Vous m'aviez parlé de questions urgentes concernant la succession. Je dois avouer que votre appel m'a intrigué. Il me fait signe de m'asseoir. Je m'assieds. La salle de conférence est exactement comme je me la souvenais. Base. A Claridge fluorescent. Une table en bois verni qui a vu des milliers de signatures, des milliers de décisions qui ont changé des vies. Il y a un désinfectant au citron qui flotte dans l'air, celui qu'on utilise pour nettoyer les surfaces de bureau. C'est un parfum que j'associerai désormais à ce moment précis, à ce basculement. Je ne dis rien. Je pose simplement la mallette sur la table et l'ouvre. À l'intérieur, il y a 4 dossiers. Chacun est étiqueté avec soin, avec la précision que j'utilise au laboratoire. Pas de nom sur les étiquettes. Juste des dates et des numéros de référence. De la rigueur. Je sors le premier dossier. L'analyse chimique. Ceci est un rapport d'analyse effectué au laboratoire du comté. Dis-je. Ma voix est stable. Elle ne tremble pas, j'ai prélevé 2 échantillons de comprimés. L'un provient du flacon prescrit à mon père. L'autre provient d'une source alternative trouvée dans la maison familiale. Je pose le rapport devant lui. Les graphiques sont complexes, les pics de spectrométrie de masse parfaitement nettes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le langage technique, c'est juste du bruit. Pour quelqu'un qui sait lire, c'est une confession chimique. Le comprimé prescrit est un composé complexe pour la neuropathie. Coût, environ 90 € par mois. Le comprimé alternatif est du naproxène simple, en vente libre.
Coût, 3 €. Maître Vance enlève ses lunettes. Il les essuie lentement avec un mouchoir. C'est un geste de quelqu'un qui gagne du temps. Je sors le deuxième dossier. La chronologie financière. Depuis 3 ans, j'ai versé 5 000 € par mois à ma sœur pour les frais de soins de mon père. Ceci est un relevé bancaire complet. Chaque transfert. Chaque date. Je sors des pages imprimées, des relevés de compte surlignés en jaune, des annotations manuscrites en marge. J'ai passé 3 nuits à assembler cela. 3 nuits à vérifier chaque chiffre. Parallèlement à ces versements, il y a eu un accès régulier à des pharmacies. Les ordonnances de mon père ont été renouvelées, mais les médicaments n'ont pas été administrés comme prescrit. Le troisième dossier contient les photographies. Les pilules dans le sous-sol. Le flacon de trève à côté du flacon prescrit. Les images sont claires, datées, incontestables. Le quatrième dossier est plus mince. C'est la confirmation du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. Le numéro de plainte. Le statut, enquête en cours. Je pose tous les 4 dossiers devant Maître Vance, en une ligne parfaitement alignée. Avant que nous procédions à quoi que ce soit concernant la succession, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment, dis-je. Il ne s'agit pas seulement de gestion patrimoniale. Il s'agit de négligence criminelle. Il s'agit de détournement de fonds. Et il s'agit de mon père qui meurt lentement dans une maison où personne ne lui donne ses véritables médicaments. Maître Vance ne dit rien. Il regarde les dossiers. Il regarde mon visage. Il comprend, enfin, que je ne suis pas venu pour des conseils. Je suis venu pour un jugement. Alors, Maître Vance, dis-je, en me penchant légèrement en avant, que allons-nous faire? Je quitte le cabinet de Maître Vance à 19h45. Le crépuscule tombe sur Paris, mais je ne le vois pas vraiment. Je marche dans les rues en pilote automatique, les dossiers maintenant rangés dans la mallette Décathlon, mon téléphone vibrant dans ma poche avec des messages que je ne lis pas. Je prends le métro ligne 4. Un couple de touristes me bouscule près des portes. Une femme âgée tente de me vendre des roses. Je ne réagis à rien. Mon esprit est ailleurs, coincé dans cette salle beige, dans le silence que Maître Vance a gardé après ma déclaration. Il n'a rien dit pendant presque 2 minutes. Puis il a simplement murmuré. Je vais vérifier cela. Donnez-moi 48 heures. 48 heures. Comme si ce délai signifiait quelque chose. Comme si le temps pouvait changer la chimie, les chiffres ou la vérité. Mon appartement est au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, dans le 13e arrondissement. 89 mètres carrés. Loyer, 1 200 € par mois. C'est ce qu'il me reste après les 5 000 € mensuels que je versais à Danica. C'est ce qu'il me reste après les courses, l'électricité, le transport, les vêtements d'occasion et les repas qui se répètent semaine après semaine. Je monte l'escalier lentement. Mes jambes sont lourdes. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Un café et une tartine de pain rassis avec un peu de confiture. Je n'ai pas eu le temps. Le travail au laboratoire s'était prolongé, et puis il y avait tous ces dossiers à préparer, à vérifier, à organiser. En ouvrant la porte, je sens l'odeur familière de mon studio, le désinfectant que j'utilise pour nettoyer, un léger relent de moisi depuis que la fenêtre ne ferme plus correctement, et quelque chose d'indéfini qui ressemble à la solitude. Je pose la mallette sur la petite table de cuisine. Je sors mon ordinateur portable, un modèle de 4 ans qui chauffe dangereusement quand je l'utilise trop longtemps. L'écran s'illumine. Je me connecte à ma messagerie professionnelle. Il y a un email de l'assistant de Maître Vance, reçu à 18h30. L'objet, accord de fiducie révisé. Je clique. L'email contient une pièce jointe, un PDF de 32 pages. L'accord de fiducie que Maître Vance a préparé. Le document qui, une fois signé, ôterait à Danica tout contrôle sur le fonds de soins de mon père. Un fiduciaire nommé par le tribunal prendrait la relève. Chaque euro serait tracé. Chaque dépense justifiée. Pour que cela se produise, il faut que je paie les honoraires du fiduciaire. 5 000 € pour la première année. 5 000 € que je n'ai pas. Je regarde mon compte bancaire. Le solde s'affiche en rouge, 1 463 €. C'est ce qui reste après 3 ans de sacrifice. 3 ans de riz blanc et de pâtes bon marché. 3 ans de vêtements trouvés chez Emmaüs. 3 ans de refus de sortie, de refus de vacances, de refus de vie normale. Et maintenant, il me faut 5 000 € de plus. Je sais exactement où les trouver. Le travail de saisie de données. 15 heures par semaine, le soir et le week-end. 5 € de l'heure. C'est ma deuxième source de revenus depuis 2 ans. Cela m'a permis de survivre quand les 5 000 € mensuels à Danica auraient dû m'étrangler. Je me connecte au site de la plateforme de travail freelance.
Il y a un email de mon responsable de projet. Il demande si je peux continuer jusqu'à la fin du mois. Le projet doit être terminé avant le 30 septembre. Nous sommes le 20 septembre. Je clique sur le bouton « Quitter le projet ». Une fenêtre surgit. Êtes-vous sûr? Cela affectera votre score de fiabilité. Je clique sur « Oui ». Mon dernier salaire de saisie de données arrivera dans une semaine. 1100 euros. Cela me portera à 2563 €. Je dois trouver 2437 € de plus. Je vais devoir vendre quelque chose. Mon ordinateur portable? Non, je l'utilise pour le laboratoire. Mes vêtements? Je n'en ai que le strict minimum. Mon téléphone? C'est un vieux modèle Samsung qui ne vaut rien. Je ferme l'ordinateur. La fatigue me submerge soudain, une vague de poids qui m'écrase contre la chaise. Je regarde autour de mon petit studio. Les murs blancs, le lit pliant, la petite table, les 3 chaises dépareillées, la fenêtre qui ne ferme pas correctement et laisse entrer le bruit de la rue. C'est ici que j'ai vécu pendant 3 ans. C'est ici que j'ai compté chaque euro. C'est ici que j'ai mangé du riz blanc encore et encore, en me demandant si mon père, dans la maison familiale, mangeait décemment. Je me lève et je vais à la petite cuisine. Je sors le riz du placard. Je remplis une casserole d'eau. Je la mets sur le feu. Pendant que l'eau bout, je sors une assiette ébréchée et une fourchette. C'est un repas que je connais par cœur. Riz blanc, un peu de sel, peut-être un peu d'huile d'olive si j'en ai. C'est un repas que j'ai mangé 365 fois cette année. Peut-être plus. Mais en versant le riz dans l'eau bouillante, je me dis que ce sera l'un des derniers. Dans une semaine, quand le salaire de saisie de données arrivera, je pourrai commencer à manger autre chose. Et dans 2 semaines, si je vends ce qu'il faut vendre, les honoraires du fiduciaire seront payés. Et alors, tout changera. Danica signera les papiers, ou elle ira en prison. Trèves sera poursuivi pour exercice illégal de la profession et détournement de fonds. Mon père aura enfin ses vrais médicaments. Et moi, je pourrai enfin respirer. Je m'assieds à la table avec mon assiette de riz. Je mange lentement, méthodiquement, chaque grain une étape de plus vers la fin. Mon téléphone vibre. C'est un message de mon frère, Andrei. Il dit simplement « Papa a eu une très mauvaise nuit ». Il souffre. Je ferme les yeux. Je pose ma fourchette. Et c'est à ce moment précis que mon téléphone sonne. C'est Maître Vance. À 22 h du soir, il appelle directement mon numéro personnel. « Mademoiselle Almeida », dit-il, sa voix basse et tendue. « Nous avons un problème. Danica vient de me contacter. Elle dit que vous avez commis une violation de la vie privée. Elle menace de porter plainte contre vous pour accès non autorisé aux dossiers médicaux de votre père. Elle dit que si vous poursuivez cette affaire, elle va vous faire arrêter. » Je ne dis rien. Je regarde mon assiette de riz, à moitié vide. « Il y a plus », continue Maître Vance. Elle a appelé quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais elle a des ressources que je n'avais pas anticipées. Elle dit qu'elle a une vidéo de surveillance montrant que vous avez volé les médicaments du sous-sol. Elle dit que c'est vous qui les avez remplacés. Mon cœur s'arrête. Zara, je dois vous le demander directement. Avez-vous fait cela? Je ne dis rien pendant plusieurs secondes. Le silence à l'autre bout du téléphone s'étire, lourd, étouffant. Je peux entendre Maître Vance respirer, attendre ma réponse comme si elle allait décider de tout. Non, dis-je enfin. Ma voix est calme, presque étrangère à mes propres oreilles. Je n'ai rien volé. Les médicaments étaient déjà là quand j'ai découvert le flacon. Vous en êtes certaine? Absolument certaine. Il y a un autre silence. Plus court, cette fois. Puis, bien. Je vous rappelle demain matin. Préparez-vous. Il raccroche. Je reste assise à ma table, mon assiette de riz devant moi, refroidissant lentement. Mes mains tremblent légèrement. Une vidéo de surveillance. Comment est-ce possible? Comment Danica peut-elle avoir une vidéo de quelque chose qui n'a jamais eu lieu? À moins qu'elle ne l'ait créée. À moins qu'elle n'ait quelqu'un pour le faire. Je me lève et je vais à la fenêtre. Je regarde la rue en contrebas. Les voitures passent. Les gens rentrent chez eux. La vie continue comme si de rien n'était. Comme si mon père n'était pas en train de souffrir. Comme si Danica n'était pas en train de mentir. Comme si je n'étais pas en train de perdre le contrôle de tout ce que j'avais construit. Je me couche sans finir mon riz. 48 heures plus tard, je suis assise dans la salle de réunion du cabinet Vance. C'est la même pièce où j'ai présenté mes preuves. Les murs sont toujours beiges. Les néons bourdonnent toujours avec cette vibration agaçante qui semble amplifier chaque battement de mon cœur. L'odeur de désinfectant au citron est plus forte aujourd'hui,
comme si quelqu'un avait passé le produit en excès, comme si on voulait étouffer quelque chose d'autre. De la peur, peut-être. Maître Vance est assis à la tête de la table, ses mains croisées devant lui. Il porte le même costume gris que la dernière fois, mais ses yeux sont différents. Ils sont fatigués. Il a passé les 2 derniers jours à vérifier mes preuves, à consulter ses collègues, à évaluer les risques. Je le vois à la façon dont il me regarde maintenant, avec une sorte de respect prudent, comme s'il me voyait enfin clairement. Danica a confirmé qu'elle viendrait à 14 heures, dit-il simplement. Il regarde sa montre. Il est 13h47. Je ne réponds rien. Je suis venu tôt, comme il me l'a demandé. Je me suis assise dans cette chaise, la même depuis 2 jours, et j'ai attendu. J'ai regardé les dossiers s'empiler sur la table. Les analyses chimiques, les relevés bancaires, les captures d'écran des dates de renouvellement de prescription, les photographies des flacons de médicaments. Chaque pièce de ce puzzle, soigneusement assemblée, inattaquable. Sauf pour cette vidéo. Cette vidéo qui n'existe probablement pas, mais qui existe assez pour être une menace. Zara, dit Maître Vance, et c'est la première fois qu'il m'appelle par mon prénom sans le « mademoiselle ». Je dois vous dire quelque chose avant qu'elle arrive. Je le regarde. J'ai contacté mes collègues au parquet. Ils ont examiné les preuves que vous m'avez apportées. Ils disent que c'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle. Détournement de fonds, exercice illégal de la profession, négligence envers une personne vulnérable. Ce sont des accusations graves. Je sens quelque chose se détendre légèrement dans ma poitrine. Mais, continue-t-il, et ce « mais » annule tout ce qui vient de précéder. Ils disent aussi qu'une accusation contre vous concernant la fabrication de cette vidéo, ou l'accès non autorisé aux dossiers médicaux, pourrait compliquer les choses. Cela pourrait donner à Danica une défense. Cela pourrait transformer ceci en bataille de crédibilité au lieu d'une enquête claire. Je n'ai rien fait d'illégal pour obtenir ces preuves, dis-je. Et c'est la vérité. J'ai utilisé l'accès que Danica m'avait elle-même donné à la pharmacie en ligne. J'ai pris des photos de flacons dans ma propre maison familiale. J'ai analysé des pilules dans le laboratoire où je travaille, en utilisant l'équipement de calibrage de routine. Tout était légal. Tout était impeccable. Je sais, dit Maître Vance. C'est pour cela que je vous dis tout cela. Vous êtes en position de force. Ne la perdez pas. À 14 heures exactement, on frappe à la porte. Danica entre. Elle porte un chemisier blanc et un pantalon noir, comme si elle allait à un entretien d'embauche. Ses cheveux sont coiffés. Son maquillage est impeccable. Elle a l'air d'une femme qui a dormi les 2 dernières nuits, qui a mangé des repas corrects, qui n'a pas compté chaque euro. Elle me voit assise à la table et son expression change. Pas de surprise. Elle savait que j'étais là. Mais quelque chose d'autre. De la défiance. De la rage continue. Danica, dit Maître Vance, sa voix retrouvant cette froideur professionnelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle s'assoit à l'autre bout de la table, aussi loin de moi que possible. Elle pose son téléphone devant elle, écran vers le bas, comme une menace silencieuse. Maître Vance ouvre un dossier. Il en sort les documents que j'ai fournis. L'analyse chimique. Le relevé des renouvellements de prescription. Les captures d'écran des transferts bancaires. Danica, ces documents parlent d'eux-mêmes, dit-il. Sa voix est glaciale, sans émotion. Il montre que vous avez détourné des fonds destinés aux soins de votre père. Il montre que vous avez remplacé ces médicaments prescrits par des anti-inflammatoires bon marché. Il montre que vous avez utilisé votre position d'infirmière. Ou plutôt, quelqu'un dans votre ménage a utilisé cette position pour dissimuler ses actions. Danica ne dit rien. Elle regarde les documents, puis elle me regarde, moi. Vous avez 2 options, continue Maître Vance. Il sort un autre document. L'accord de fiducie. Première option, vous signez ce document. Cela transfère le contrôle complet du fonds de soins à un fiduciaire nommé par le tribunal. Chaque euro sera tracé. Chaque dépense sera justifiée. Vous n'aurez plus accès au fonds. Il fait une pause. Il laisse cette option flotter dans l'air. Deuxième option, dit-il, et sa voix devient encore plus froide, nous transmettons tous ces éléments de preuve au parquet. Ils ouvrent une enquête formelle. Vous serez interrogé. Trèves sera interrogé. Il y aura probablement des accusations. Détournement de fonds. Exercice illégal de la profession. Peut-être aussi abus envers une personne vulnérable, selon ce que les enquêteurs découvriront. Il glisse l'accord de fiducie vers elle. Le document s'arrête à mi-chemin entre nous deux, comme une ligne de démarcation. Vous avez 1 heure pour décider, dit-il. Danica se leve brusquement. Sa chaise grince. Elle attrape son téléphone. J'ai une vidéo, dit-elle.
Sa voix est dure, aiguë. Une vidéo de vous, Zara, en train de remplacer les médicaments. Je ne dis rien. Je la regarde simplement. Je vais la montrer à la police. Je vais vous poursuivre en justice. Je vuiste de treuren. Maître Vance se penche en avant. Madame, cette vidéo n'existe pas. Et même si elle existait, les preuves que nous avons ici sont irréfutables. L'analyse chimique ne ment pas. Les relevés bancaires ne mentent pas. Et vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez pas fabriquer une vidéo sans que cela soit détectable. Il marque une pause. Vous avez 1 heure, répète-t-il. Danica sort de la salle en claquant la porte. Je reste assise, parfaitement immobile. Maître Vance me regarde. Maintenant, nous attendons, dit-il. Et c'est à ce moment précis que mon téléphone vibre. Un message de mon frère Andrei. Il dit simplement « Papa a eu une crise. L'ambulance vient de partir. » L'heure s'écoule comme du béton qui sèche. Je reste assise à cette table, les mains posées à plat devant moi, parfaitement immobile. Maître Vance a quitté la pièce après le départ de Danica. Il m'a dit qu'il allait faire quelques appels et que je devais rester disponible. Le message d'Andrei sur mon téléphone pulse comme une plaie ouverte. Papa a eu une crise. L'ambulance. Mais je suis ici, dans cette salle beige qui sent le citron et la défaite, attendant que ma sœur décide si elle va signer ou si elle va nous entraîner tous dans l'enfer juridique. Je ne regarde pas mon téléphone à nouveau. Je ne peux pas. Si je le regarde, je vais me lever et je vais partir, et tout cela, 3 ans de transfert de 5 000 €, les nuits sans dormir à comparer les dates de renouvellement avec les relevés bancaires, l'analyse chimique effectuée après les heures de travail, le risque professionnel que j'ai pris en utilisant l'équipement du laboratoire, tout cela sera pour rien. Je pense à papa dans l'ambulance. Je pense à ses jambes qui ne le portent plus, à ses mains qui tremblent, à la façon dont il me regardait la dernière fois que je l'ai vu, assis dans ce fauteuil roulant avec un coussin usé jusqu'à la trame. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas demandé où allait l'argent que Danica disait recevoir pour ses soins. Il savait déjà. Il savait depuis le début. 43 minutes après le départ de Danica, on frappe à la porte. Maître Vance entre, suivi d'une femme que je n'ai jamais vue. Elle porte un uniforme de notaire. Ce costume gris strict que les notaires portent en France, comme si l'autorité avait besoin d'une couleur officielle. Elle porte une sacoche en cuir usé et elle a l'air de quelqu'un qui a vu des milliers de signatures, des milliers de moments où les gens ont renoncé à quelque chose qu'ils voulaient garder. Elle revient, dit simplement Maître Vance. Il s'assoit à sa place. La notaire s'installe à côté de lui, ouvre sa sacoche, sort un tampon de notaire et le pose délicatement sur la table. C'est un objet banal, presque ridicule dans son ordinarité, un cylindre de métal et de caoutchouc, probablement acheté dans un magasin de fournitures de bureau pour moins de 10 €. Mais dans cette pièce, à ce moment, c'est l'instrument qui va verrouiller le sort de Danica. 5 minutes plus tard, Danica franchit la porte. Elle est différente maintenant. Son chemisier blanc est froissé. Ses cheveux ne sont plus coiffés avec la même précision. Elle a pleuré. Le maquillage autour de ses yeux est légèrement baveux, même si elle a essayé de le réparer. Elle regarde Maître Vance, puis elle me regarde, moi, et je vois quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu avant. La conscience claire et définitive que c'est fini. J'ai parlé à Trèves, dit-elle. Sa voix est rauque. Il dit que je dois signer. Trèves. Bien sûr. Trèves, qui n'est pas venu à cette réunion. Trèves, qui est probablement chez lui en ce moment, attendant l'appel de la commission médicale, attendant de découvrir que sa licence d'infirmier n'existe que dans les dossiers de la clinique où il travaille, que ses signatures sur les ordonnances sont contrefaites, que le parquet a commencé à creuser. Maître Vance ne dit rien. Il glisse simplement l'accord de fiducie devant Danica. Il y a déjà une place marquée pour sa signature. Il y a aussi une place pour la signature de la notaire et une place pour le tampon. Danica s'assoit. Pas à l'autre bout de la table cette fois. Elle s'assoit directement à côté du document. Elle prend le stylo que Maître Vance lui offre. C'est un bic ordinaire, bleu, le genre qu'on trouve dans tous les bureaux de France. Rien de dramatique. Rien de cinématographique. Elle signe. Son écriture est tremblante. Danica Almeida s'étale sur la ligne avec une incertitude que je n'avais jamais vue dans sa signature avant. D'habitude, elle écrit avec cette assurance agaçante, cette certitude que tout lui appartient, que tout lui est dû. Maintenant, son nom sur le papier ressemble à celui d'une femme qui se noie. Elle signe 3 pages. 3 fois, le stylo bic gratte le papier. 3 fois, elle renonce à quelque chose. Puis elle se lève et elle s'écarte du document. La notaire se penche en avant. Elle examine les signatures. Elle vérifie les dates. Elle regarde Danica, puis Maître Vance, puis moi.
Elle ne dit rien. Les notaires français ne parlent que quand c'est absolument nécessaire. Mais je vois dans son expression qu'elle a compris la situation. Une femme qui a volé son père. Une sœur qui l'a arrêtée. Un document qui rend tout légal et irréversible. La notaire soulève le tampon. Elle le positionne avec une précision méticuleuse au-dessus du document. Et puis elle l'abaisse. Le bruit est doux, presque inoffensif. Un simple « tude », comme le bruit d'un cœur qui s'arrête. Pas de drame. Pas de musique dramatique. Juste le son du caoutchouc qui frappe le papier, et avec lui, le son de la fin. Je regarde le tampon rougeâtre sur la page. C'est officiel maintenant. C'est légal. C'est irréversible. Danica ne me regarde pas. Elle attrape son téléphone et elle sort de la salle sans un mot. Je l'entends appeler Trèves dans le couloir, sa voix cassée, disant quelque chose que je ne peux pas tout à fait entendre. Quelque chose à propos de la signature. Quelque chose à propos de ce qui se passe maintenant. Maître Vance me tend une copie du document. Ses mains sont aussi stables que les miennes sont vides. Je prends les papiers. Je les regarde. Mon nom y figure, en tant que bénéficiaire des soins de papa, en tant que personne qui a signalé l'abus. C'est documenté. C'est officiel. Imelve. Mes jambes sont bizarres sous moi, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je marche vers la porte. Le couloir est long et blanc et il sent le désinfectant. Danica a Despero. Il n'y a que le bruit de la climatisation, ce bourdonnement constant qui semble amplifier chaque pas que je fais. Je sors du bâtiment. L'air extérieur me frappe comme une gifle. C'est l'automne maintenant. Les feuilles tombent sur le trottoir. Les gens passent à côté de moi sans me voir. Je suis une femme ordinaire qui porte des documents dans sa main, rien de plus. Je sors mon téléphone. Il y a 6 messages d'Andrei. Papa a eu une crise, mais il est stable maintenant. Il est à l'hôpital. Il va bien. Il demande après moi. Je marche vers la gare. Je vais le voir. Je vais m'asseoir à côté de son lit et je vais lui dire que c'est fini. Que le fonds est sécurisé. Que chaque euro qui lui reste sera utilisé pour ses soins. Pas pour les vacances de Danica, pas pour les sacs à main de Danica, pas pour les brunchs de Danica avec Trèves. Et en marchant, je réalise quelque chose. La victoire ne ressemble pas à ce que j'imaginais. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que j'aurais envie de crier, de danser, de célébrer. Mais ce que je ressens, c'est juste du vide. Un vide qui a la forme exacte de 3 ans de sacrifice, de 3 ans de riz froid mangé seul à 2 heures du matin, de 3 ans à regarder quelqu'un que j'aime être volé lentement, méthodiquement, par les gens qui étaient censés le protéger. La vengeance n'est pas douce. Elle n'est pas satisfaisante. Elle est juste, nécessaire. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un plus qu'on aime la paix. C'est ce qu'on fait quand on refuse d'être complice du mensonge. Et maintenant, je me demande, combien d'entre vous regardez cette vidéo parce que vous êtes dans la même situation? Parce que vous voyez quelqu'un que vous aimez être exploité et vous ne savez pas comment arrêter ça. Parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous agissez. Je veux que vous sachiez quelque chose, la peur est normale. Mais laisser quelqu'un souffrir pour éviter cette peur, c'est un choix aussi. Et ce choix a un prix. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes prête à payer ce prix pour protéger ceux que vous aimez. Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-moi, avez-vous déjà dû choisir entre votre confort et la sécurité de quelqu'un d'autre? Rejoignez-nous. Nous sommes ici.